La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons femmes, Judith Belair. Bonjour, bienvenue dans Parlons femmes sur Sud Radio, parce que quand les femmes parlent, vous le savez, le monde avance. Claudine Le Tourneur-Dizon est une de ces auteurs qui font dialoguer le passé avec les grandes interrogations de notre présent. Historienne, égyptologue, lauréate du prix Diane Potier-Boès de l'Académie française. Elle s'est imposée avec son œuvre consacrée aux figures et aux lieux qui ont façonné notre rapport au savoir, à la mémoire, au pouvoir. Claudine, vous nous venez aujourd'hui avec votre dernier ouvrage, c'est La Bibliothèque d'Alexandrie, la première intelligence du monde. C'est à sortir le 22 janvier aux éditions du Cerf. C'est un livre du Cerf. C'est un livre passionnant qui nous ouvre les portes des premiers savoirs. Et puis ça continue, et c'est sympa aussi. Bienvenue dans Parlons femmes, Claudine Le Tourneur-Dizon. Merci beaucoup. Avec plaisir. Sud Radio, Parlons femmes, Judith Belair. Parlons femmes vous pose des questions, Claudine Le Tourneur-Dizon. On commence par la première. Quelle femme incarne le courage sans compromis pour vous ? Alors, sans hésiter, je dirais Christiane Desroches-Noblecourt, qui est une de mes héroïnes, enfin l'héroïne sur laquelle j'ai écrit une biographie, qui a été mon professeur à l'école du Louvre aussi. Ah. Donc j'ai eu cette chance d'avoir cette grande dame comme professeur et comme mentor en quelque sorte. Et oui, c'est une femme qui a eu un courage inouï, qui s'est battue contre le monde entier, contre les hommes, contre la société, contre toutes les traditions, pour pouvoir s'imposer là où elle était, en fait, ou là où elle a fait toute sa vie. C'est une pionnière en plus. C'est une pionnière en égyptologie, parce que à l'époque, elle est née en 1913, et donc à 20 ans, en 1932, 33, elle était pas du tout admise dans cet univers d'hommes au Louvre comme ailleurs. Donc elle a bataillé très très dur. Elle avait une personnalité absolument incroyable. Et elle me disait qu'elle s'était forgée cette personnalité justement parce qu'elle avait dû se battre. Et cette façon de se battre et d'aller à l'encontre de toutes les barrières et de renverser tout ce qu'on pouvait mettre sur sa route lui a permis de sauver les temples de Nubie. Bien sûr. Et cette bataille de 20 ans, elle a consacré 20 ans de sa vie à cette bataille qui a été exceptionnelle. Et sans elle, les temples... Et elle vous a donné le goût, on imagine, de l'égyptologie. Alors, c'est pas elle qui m'a donné le goût de l'égyptologie, parce qu'en fait, c'est une passion d'enfant. Ah bon, donc c'est un rêve de petite fille. C'est un rêve de petite fille. On adore. Comment vous avez découvert ça ? Par un instituteur, je crois, ou un professeur. Je ne sais plus en quelle classe, je ne sais pas, en 6e, on découvre les 3 grandes civilisations, grecques, romaines et égyptiennes. Et moi, j'ai retenu que l'Égypte. Et pendant toute mon adolescence, je ne rêvais que d'Égypte. Et quand j'ai eu mon bac, vous y êtes partie. Je suis partie. Je suis venue à Paris parce que j'habitais en province. Je suis venue à Paris pour aller à l'école du Louvre. C'était mon rêve, l'école du Louvre. Alors, ma chère Claudine Le Tourneur-Dizon, est-ce que vous avez déjà dit non pour pouvoir dire oui ensuite, en tant que femme ? Ah, bonne question. Ben oui, de toute façon, oui. J'ai envie de dire, ça fait un peu partie de notre langage féminin. Absolument. Obligatoirement, oui, en fait. Oui, mais de toute façon, très souvent, pour pouvoir... c'est ce que faisait très bien Desroches-Noblecourt, qui était une grande diplomate. Elle savait très très bien comment naviguer dans cet univers masculin qui était très rude et très dur. Et c'est vrai que nous, en tant que femmes, on est très souvent obligés de prendre un petit peu de recul, bien sûr. de mettre sa fierté dans sa poche pour ensuite lui permettre de s'épanouir beaucoup mieux par la suite. Bien sûr. Et donc, selon vous, c'est une question dans la continuation, le pouvoir féminin, ça fait peur ? Le pouvoir féminin fait peur aux hommes, oui. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et on est là, en plus, je pense, dans un monde, quand on voit tout ce qui se passe, comme on voit dans ce 21e siècle, comment les droits des femmes reculent, régressent. Dans beaucoup de pays. Très inquiétant, et dans des démocraties. Et dans les démocraties en particulier. Et c'est extrêmement inquiétant, d'ailleurs. Inquiétant. Oui, les femmes font peur. Et
Et c'est pour ça que je reviendrai encore toujours sur Desroches-Noblecourt, mais elle faisait vraiment peur et elle savait très très bien cette manière de faire peur aux hommes et de les faire reculer. C'est vrai que on a un vrai grand pouvoir. Malheureusement, beaucoup de femmes n'osent pas l'utiliser, ce pouvoir. Alors ce patriarcat, selon vous, il se confronte, il se contourne, il s'embrasse, il s'ignore. Qu'est-ce qu'on en fait ? Il faut essayer de le contourner, de l'ignorer, de marcher dessus, de le piétiner. Il faut faire en sorte de pouvoir... Vous êtes pour la contradiction claire, en fait. Oui. Ouais. Ah oui. Ah oui, moi je suis... je n'ai jamais supporté... d'une manière générale, je n'ai jamais supporté qu'on me mette des barrières à quelque niveau que ce soit. Vous avez bien raison, ma chère Claudine. Moi aussi, j'aime pas trop ça. Si vous pouviez offrir, on parlait de super pouvoir et de pouvoir féminin, si vous pouviez offrir un super pouvoir aux femmes du monde entier, qu'est-ce que ça serait ? Un super pouvoir, ça serait... Ça peut être... Je pense que c'est avant tout le courage et la volonté. Ouais. Ne pas avoir peur, quoi. Ne pas avoir peur. Se défaire de ses peurs et se défaire aussi de tout ce qu'on nous met dans la tête depuis qu'on est femme, depuis l'origine de l'humanité. C'est-à-dire que on est des sous-êtres avec des sous-intelligences. Et ça, il faut vraiment, pour pouvoir arriver à s'imposer, il faut vraiment se débarrasser de tous ces grands mythes qu'on nous a mis qui nous collent à la peau, nous-mêmes. Et qui nous collent à la peau, évidemment, puisqu'on nous les ressort en permanence. Si vous aviez un truc à dire à la petite fille que vous étiez, ça serait quoi ? Eh bien... Je dirais, ma petite, t'as bien mené ta vie, t'as bien... Ça va aller, quoi. Ouais, en fait, je dirais, voilà, tu avais des tas de rêves dans la tête et tu les as presque tous réalisés, donc c'est plutôt bien. Vous pouvez aller lui faire un gros câlin, cette petite fille, alors. Alors, votre dernier ouvrage, Claudine Le Tourneur d'Ison, c'est La Bibliothèque d'Alexandrie, la première intelligence du monde. C'est à paraître le 22 janvier aux éditions du Cerf. C'est un ouvrage passionnant que je recommande absolument à nos auditeurs et à nos auditrices. C'est un ouvrage vibrant où vous faites hommage au savoir fondateur. Vous redonnez vie à Alexandrie, à la naissance de l'écriture en Mésopotamie, à la bibliothéca, à la fameuse Alexandrina, cette grande bibliothèque d'Alexandrie, dont les effluves nous parviennent encore aujourd'hui. Alors l'histoire d'Alexandrie, c'est celle de la transmission, pour vous, de la conservation, du contrôle aussi, du pouvoir, de la connaissance. Alors vous nous en parlez d'Alexandre le Grand, de Ptolémée, ils ont tous leur rôle, Aristote, Cléopâtre, mais aussi Mossène, Zaran, qui était artisan de cette bibliothèque moderne, qui est toujours vivant, de la nouvelle bibliothèque, de la bibliothèque moderne. Et ça devient tous ces gens, autant de voix qui interrogent ce que pour nous signifie classer, transmettre ou effacer le savoir. Et ce qui est intéressant dans votre manière d'aborder cette bibliothèque, c'est que vous nous proposez une lecture radicalement différente de celle qu'on a l'habitude d'entendre. C'est-à-dire que pour vous, Alexandrie, c'est un prototype de notre monde numérique. C'est ça, en fait. Absolument. Oui, tout à fait. Alors, expliquez un peu à nos auditrices, à nos auditeurs, pourquoi et comment ça se fait qu'aujourd'hui, on s'en sert encore, finalement. Oui, d'abord, je voudrais dire qu'Alexandrie, en fait, c'est... cette ville qui a été initiée par Alexandre le Grand, mais qui a été créée véritablement par son général Ptolémée Ier, qui a créé la dynastie ptolémaïque, qui a régné 300 ans sur l'Égypte jusqu'à Cléopâtre, a fait de cette ville une cité totalement cosmopolite et c'était la mondialisation avant la mondialisation. C'est-à-dire que créer cette bibliothèque, d'abord c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'un dirigeant voulait imposer son pouvoir à travers la connaissance et pas à travers les armes. Il avait tout compris, j'ai envie de dire. Il avait absolument tout compris. Et donc, face à l'échec qu'avait été l'empire que voulait initier Alexandre le Grand, qui a été un total échec. C'était un autre chemin, quoi.
Oui, en fait, Ptolémée Ier a créé à travers une cité, à travers une bibliothèque, un empire universel basé sur la connaissance et les savoirs. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la première tentative humaine réussie de créer une intelligence collective organisée aussi. Hein. Oui, tout à fait. Oui, c'était la première fois qu'on avait l'idée de réunir tous les savoirs. Alors, l'idée de base, déjà, de Ptolémée Ier, c'était... il avait été l'élève, comme Alexandre le Grand, ils avaient tous les deux été des élèves d'Aristote, et donc ils avaient cette formation très profonde. Et donc, Ptolémée Ier avait été inspiré par la bibliothèque d'Aristote et aussi par l'Académie de Platon. Donc, tout ça, pour lui, était fondamental. Il fallait préserver tout ça. Et moi, je suis remontée, je me suis dit, bon, les savoirs anciens, ok, c'est les Grecs, mais avant les Grecs... Tous les Grecs tous les grands scientifiques, philosophes, ont fait le voyage en Égypte et en Mésopotamie. Et c'est là qu'ils ont été chercher les savoirs. Ils se sont nourris. Ils ont été comme de véritables éponges. Et grâce à tous les savoirs anciens, c'est pour ça que dans mon livre, je remonte à l'écriture, finalement. Et c'est grâce à cette nourriture fabuleuse qu'ils ont recueillie, qu'ils ont pu eux-mêmes développer leur propre science, leur propre savoir. Et ça, c'est une chose qui m'a beaucoup impressionnée. C'est pour ça qu'en fait, j'ai eu l'idée de faire ce livre remonter jusqu'à aujourd'hui et voir comment ces savoirs, comment ces hommes, avec seulement leur intelligence et uniquement leur intelligence, c'est-à-dire sans aucun outil, sans ordinateur, sans intelligence artificielle, sans même un télescope, sont arrivés à comprendre le ciel, à comprendre la science, etc. Exactement. Vous allez nous raconter tout ça dans un instant. Restez avec nous, Parlons Femmes, c'est l'émission de la puissance au féminin. Vous êtes en compagnie de l'auteure, historienne, égyptologue et lauréate du prix Diane Potier-Boès de l'Académie française, Claudine Le Tourneur-Dizon. À tout de suite. La Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes, vous présente Sud Radio. Parlons Femmes, Judith Belair. Parlons Femmes et Parlons Vrai sur Sud Radio comme tous les samedis à 13h30 avec vous aujourd'hui l'auteure, historienne, égyptologue et lauréate du prix Diane Potier-Boès de l'Académie française, Claudine Le Tourneur-Dizon, et son dernier ouvrage, La Bibliothèque d'Alexandrie, la première intelligence au monde. C'est à sortir le 22 janvier aux éditions du Cerf et je vous le recommande chaudement, c'est passionnant. Alors justement Claudine, on en était à se dire aussi finalement qu'Alexandrie c'est plus qu'une ville, c'est une idée quoi. C'est une idée de l'humanité. C'est une des premières idées constructrices, c'est le terme qui me vient, de notre culture d'aujourd'hui. Oui, c'est une ville-monde, c'est une ville qui... Il n'y a jamais eu de cité comme Alexandrie auparavant. Il y a eu des villes magnifiques comme Persépolis, comme Bagdad, mais jamais dans cette dimension de culture. C'est une ville intellectuelle qui réunit, qui brasse en fait toutes les religions, toutes les sciences, toutes les cultures, toutes les langues. Et c'est une ville qui a eu un impact colossal sur le monde encore d'aujourd'hui. Alors on aura envie de pleurer parce que tout le monde dit que la bibliothèque d'Alexandrie a brûlé, qu'on a perdu ce savoir à jamais, etc. Et vous, déjà l'incendie en question, c'est un mythe simplificateur, parce qu'il n'y en a pas eu qu'un seul, un incendie. Il y a un seul moment précis où elle a disparu, cette bibliothèque. Hein, ça s'est fait en plusieurs étapes. Elle est morte au fil du temps. Elle a été abîmée, elle a été délaissée, elle a été dénigrée, elle a été pillée, mais elle n'a jamais véritablement brûlé en 48 avant notre ère, quand César brûle tous les bateaux égyptiens pour pouvoir... Il y a eu des destructions secondaires. Il y a eu des destructions secondaires. Voilà. On pense que peut-être qu'elle a été abîmée, mais la bibliothèque en elle-même n'a jamais brûlé, disparu, puisqu'on en parle encore dans les premiers siècles de notre ère, et que elle meurt pratiquement de sa propre mort. Quoi. C'est rassurant en fait de se dire ça, je trouve.
De se dire que c'est pas un autodafé, quoi, que c'est pas tout d'un coup les livres qui ont brûlé d'un coup. Non, il n'y a pas eu d'autodafé. Ou les parchemins. Moi, je me suis basée sur les historiens. Aujourd'hui, pratiquement tous les historiens qui ont travaillé sur le sujet sont unanimes à dire que non, cette bibliothèque n'a pas brûlé. Pourquoi on s'est raconté ça pendant des années? Mais parce que, et c'est ce que j'essaie de défaire dans mon livre, ces grands mythes. C'est-à-dire qu'un jour, c'est le mensonge aussi. On a imposé une histoire. Ouais. Et jamais personne ne s'est retourné pour se demander si c'était vraiment vrai. Pour se demander si c'était vrai, quoi. Donc c'est une chose, c'est une idée qui a été acceptée au fil des siècles et qu'on n'a jamais remise en question. Sauf qu'à un moment donné, il faut quand même se repencher sur les écrits. Il faut regarder les textes anciens. Il faut avoir la curiosité de se reposer la question, se dire mais au fait qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Et il n'y a aucun auteur ancien, antique, qui ne parle d'un incendie, d'une disparition de la bibliothèque. Et ça change notre vérité. Et ce qui est intéressant aussi dans la vision, c'est ce que vous nous dites, c'est que le savoir, il brûle pas, en fait. Le savoir, il circule, il se transforme, il se déplace. Alors lui, dans ce que vous nous racontez, il y a eu Bagdad, il y a eu Byzance, il y a eu Tolède, et puis il y a eu l'Europe moderne ensuite, en fait. Et c'est ce même savoir. Oui, qui a voyagé et qui s'est perpétué. Alors évidemment, il y a beaucoup qui a été perdu, puisque déjà, il faut bien comprendre que ces livres, c'était des papyrus et que c'était extrêmement fragile. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu énormément de copistes. En fait, la bibliothèque était organisée avec des armées d'esclaves qui copiaient les textes et les recopiaient et qui les faisaient voyager. C'était des textes qui repartaient par bateau dans les pays méditerranéens. Donc en fait, c'est aussi ce qui a permis de préserver une partie de ce savoir. Alors, il y en a une énorme partie qui a disparu à cause des guerres, à cause du feu, à cause des insectes, à cause des hommes. Il y a eu des pillages, puisqu'on pense qu'à l'époque romaine, quand il restait encore des livres dans la bibliothèque d'Alexandrie, les Romains, qui étaient très 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 friands de la philosophie grecque et de tous les savoirs grecs, ont emmené des livres à Rome se sont servis pour remplir leur bibliothèque à Rome. Mais il y a eu aussi, et c'est très flagrant à l'époque musulmane, l'époque musulmane a quand même été salvatrice pour les savoirs et pour les textes, puisque les chrétiens ont fait des saccages considérable. Pour les chrétiens, c'était des païens, quoi. C'était des païens, et tout ce qui était de l'écriture ancienne et tous les textes anciens n'avaient absolument aucune valeur. Bien au contraire, c'était satanique. Heureusement que les Arabes sont arrivés, les musulmans, qui pendant 4 siècles ont eu une civilisation extrêmement brillante. Et ce sont eux qui, au contraire, ont voulu préserver les savoirs, ont repris tout ce que les chrétiens n'avaient pas encore détruit. Et c'est à travers l'arabe que la plupart des textes nous sont parvenus. C'est eux qui ont fait un travail extraordinaire. Alors, pour parler d'une femme quand même dans tout ça, et pas n'importe quelle femme, je suis obligée de ne pas vous laisser partir sans avoir parlé de Cléopâtre. Cléopâtre qui est la femme absolue. C'est-à-dire érudite, polyglotte, elle parlait un nombre de langues incroyables. Elle en parlait 7. Voilà, c'est ça, elle était sublime. Et puis c'est aussi la conscience politique du savoir. C'est-à-dire c'est la première à avoir accepté et compris que le savoir, c'est un instrument de pouvoir, de souveraineté. Absolument. Elle était. Alors elle arrive à la fin, quand même, il faut la replacer dans son contexte. Elle arrive à la fin c'est elle qui clôt l'histoire de l'Égypte pharaonique et qui clôt la grande dynastie ptolémaïque qui a duré quand même 300 ans. Elle est alors, ce qui étonne beaucoup, c'est qu'elle arrive à la fin d'une série d'une dynastie complètement dégénérée, puisque c'est des mariages consanguins et que son père est un joyeux luron, mais elle est brillante. Elle est extrêmement intelligente. Elle est touchée par la grâce, quoi. Ah oui, absolument. Vous avez tout à fait raison. Elle est touchée par la grâce. Et déjà, enfant, elle s'intéresse énormément à la bibliothèque. Il faut voir que la bibliothèque était dans le prolongement des palais royaux. Oui, donc elle y avait accès. Et que pour elle, c'était un monde merveilleux parce qu'elle détestait le monde de ses frères et sœurs. Elle détestait tout ce qui se passait à la cour. Et donc, elle a
elle a eu une vision du monde et une vision de l'Égypte qui ont fait basculer la dynastie qui était complètement en dégénérescence et qui a redonné un nouveau souffle, et elle l'a fait terminer sur une note grandiose en quelque sorte en se suicidant. Mais avant de se suicider, elle a quand même réussi à être une grande diplomate, une grande politique. Tout ce qu'elle elle l'a fait dans le but de redonner à l'Égypte son pouvoir et son... C'était Make Egypt Great Again avant un certain que nous ne nommons absolument. pas. Ouais, absolument. Il n'a pas inventé son idée. Hein. Non, on n'invente rien. On reprend toujours quelque chose qui a existé. La question que vous posez à la fin et que je vais vous poser, le savoir, est-ce qu'il va servir à l'émancipation des humains ou à la domination à la fin? Vers où on va en ce moment? On a l'impression... Si on revit l'expérience d'Alexandrie à l'échelle mondiale en ce moment, c'est quand même un peu inquiétant. Le problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'humanité est arrivée à un tel degré de connaissance que ces connaissances... Déjà, il faut resituer que l'intelligence artificielle n'existerait pas sans les livres et sans l'écrit. Bien sûr. Elle ne se nourrit que de ça. Que de ça. Bien sûr. Et donc, aujourd'hui, on arrive à un moment où l'humain est dépassé par sa propre connaissance, est dépassé par ses propres savoirs. Et en fait, il se brûle les ailes, tout simplement. Vous pensez que l'intelligence artificielle va nous dépasser ? Ou si c'est pas déjà le cas? C'est déjà le cas, puisque de toute façon, elle est déjà plus intelligente que nous. Allez, quand même, je vais le dire, Claudine Le Tourneur d'Ison, vous êtes lauréate du prix Diane Potier, je l'ai dit, le Boès de l'Académie française. Vous êtes l'autrice, et je les recommande, vos ouvrages de Mariette Pacha, ou Le rêve égyptien, de Champollion, Le dernier voyage, Les immortels, que des livres consacrés aux grandes figures, aux grands combats fondateurs de l'égyptologie. C'est passionnant. Je rappelle votre tout dernier, dont on parle depuis tout à l'heure, La bibliothèque d'Alexandrie, c'est la première intelligence au monde. C'est à sortir le 22 janvier aux éditions du Cerf. Si vous aviez un souhait comme ça, Claudine Le Tourneur d'Ison, un petit génie qui apparaissait devant vous et qui vous réalisait n'importe lequel de vos souhaits, ça serait quoi pour terminer? Quel de mes souhaits. Je ne vais pas parler de l'humanité, puisque ça n'a aucun sens. Mais... Ça fait Miss France, c'est ça? Oui, mais non, je souhaiterais finalement que les gens reviennent à une plus grande cohérence avec eux-mêmes et avec le monde qui les entoure, avec la nature, ne serait-ce que ça, puisque finalement tout ce qui nous est arrivé jusqu'à aujourd'hui, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est grâce à tous ces hommes qui ont su regarder la nature, qui ont su essayer de la comprendre et qui l'ont respectée. Et peut-être que si nous, on avait encore cette compréhension, on s'est trop séparé de la nature, on a trop imaginé que l'homme était avant tout un être qui avait tous les pouvoirs et qui pouvait dominer le monde, et dominer le monde animal, dominer le monde de la nature. On voit ce que ça donne aujourd'hui. Ouais. Donc si on revenait... Revenons aux essentiels. À l'essentiel, ce qu'avaient bien compris les peuples premiers. Il faudrait plus les regarder. Voilà, qui sont tous en train de disparaître un à un, mais qui avaient vraiment compris quelle harmonie on peut trouver en tant qu'être humain en vivant avec la nature. Merci beaucoup, Claudine Le Tourneur d'Ison. Merci à vous. Merci. Parlons Femmes sur Sud Radio, c'est terminé. On se retrouve samedi prochain à 13h30 et sans oublier le dimanche prochain, pas celui-là. C'est excellent, à 19h. Merci à Julien Delmas à la réalisation. Je vous embrasse. Sud Radio, Parlons Femmes, Judith Belair. Avec la Caisse d'épargne Île-de-France, fière de soutenir toutes les femmes.